Bonjour chers étudiants, aujourd'hui un nouveau chapitre. Mais avant de commencer, je peux vous dire que pour être compétitive, une PME doit organiser son travail d'une manière rationnelle. Les outils de suivi et d'ordonnancement vont donc jouer un rôle fondamental dans la vie ou dans la mise en œuvre des projets. Parmi les plus utilisés, on peut retenir le graphe PERT et le diagramme de Gantt. Aujourd'hui, je traite avec vous le graphe PERT. C'est quoi le graphe PERT? Le PERT est une méthode de gestion de projet d'origine américaine consistant à mettre en ordre sous forme de réseau plusieurs tâches qui, grâce à leur dépendance et à leur chronologie, concourent toutes à l'obtention d'un produit fini. Cette méthode permet de mettre en évidence le chemin critique du projet, c'est-à-dire on va essayer de partager tout le projet en tâches différentes. Alors, chaque tâche a son propre délai. Et il y a des tâches que je ne peux pas réaliser sans passer par d'autres, c'est-à-dire la contrainte d'antériorité. Une tâche ne peut pas être réalisée sans faire la première. Donc, à la fin, je vais mettre un ordre, c'est l'ordonnancement des tâches, et je vais calculer le chemin critique, c'est-à-dire le chemin le plus long pour réaliser le projet. Alors, comment faire la réalisation du graphe PERT? Il y a la première réalisation, c'est la technique de représentation des tâches en séquence. Les tâches sont représentées par des flèches. Regardez ici avec moi dans le graphe. Vous avez entre l'étape 1 et 2, il y a une flèche. Entre 2 et 3, il y a une autre flèche. Entre 3 et 4, il y a une autre flèche. Elles sont désignées par une lettre suivie de leur durée. Regardez, entre l'étape 1 et 2, vous avez la lettre A. Entre 2 et 3, la lettre B, entre 3 et 4, la lettre C. Et chaque lettre est suivie d'un numéro. Qu'est-ce que ça représente ce numéro? C'est la durée de la tâche, c'est-à-dire la durée, c'est une unité de temps, heure, jour, semaine, etc. Elles sont toujours encadrées, comme je viens de dire, par deux étapes, celle de début et celle de la fin. Est représentée par des cercles, bien sûr. Les étapes 1, 2, 3 sont représentées dans des cercles. Lorsqu'une tâche est directement antérieure à une autre, son étape de fin est en même temps l'étape de début de la seconde. Ici, A, et c'est une tâche antérieure à B, c'est-à-dire je ne peux pas réaliser B avant de passer par A. Donc là, la fin du A représente le début de B. La tâche A étant terminée, la tâche B s'enclenche aussi, sans délai. Alors, les tâches désignées par une lettre au-dessus de leur flèche sont numérotées de 1 jusqu'à n. Ça dépend du réseau qu'on vous donne. Les numéros ne sont pas définis, il n'y a pas une norme. Chaque projet a sa propre numérotation. Donc, si on vous demande de construire un réseau PERT, il faut d'abord voir les tâches antérieures, l'antériorité, c'est-à-dire les tâches qui doivent être réalisées avant de passer. Par exemple, ici, je ne peux pas réaliser C sans réaliser B. Je dois d'abord terminer B pour passer à C. B ne peut pas être réalisé sans passer par A. Donc voilà le processus, je détermine les antériorités et à partir des antériorités, je dessine d'abord les étapes, ensuite la première tâche qui n'a pas d'antériorité, suivie de la tâche suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin, en numérotant chaque tâche et en écrivant la tâche avec sa durée. En haut, regardez avec moi 0, 5, 7, 8. Qu'est-ce que ça représente? Au début, on est à la semaine 0, c'est-à-dire la durée est nulle. Mais après la fin de la tâche 5, on trouve qu'on a passé 5 semaines. Donc à la fin, on est à 5 semaines. 0 plus 5, c'est 5. Ensuite, une fois qu'on va réaliser la tâche B, c'est 2 semaines. 5 plus 2, c'est 7. À la fin, on réalise l'étape finale, c'est la tâche C, plus 1, c'est 8 semaines. Donc ce projet, il est réalisable en 8 semaines. La représentation des tâches simultanées. Dans le cas de figure suivant, ce que vous voyez là,
Vous voyez, les tâches B et C sont dites simultanées. C'est quoi simultané? C'est-à-dire elles commencent bien au même moment, c'est-à-dire juste après A. Toutes les deux, les tâches B et C, ils ont pour tâche antérieure A. Et D et C, regardez ici, D et C convergent vers la tâche E, qui ne pourra commencer que lorsque D et C seront terminés. Donc E est dans l'obligation d'attendre les tâches les plus longues, c'est B, parce qu'ici B2 plus D2 c'est 4 semaines. Donc ici c'est seulement 2 semaines. Donc E ne peut pas commencer juste après C, parce que C directement il passe de B jusqu'à E. Il doit attendre B2 pour passer. Donc E il doit attendre. Donc ici normalement si on fait le calcul, ici A1, une semaine, plus 2, 3 semaines, plus 2 c'est 5 semaines. Mais si on passe par là, 1 plus 2, ça donne 3. Je ne peux pas commencer la tâche E à 3, mais je la commence à 5. C doit attendre. Donc, je barre 3 et je mets directement 5, correspondant à l'époque de fin de la tâche C, qui indique que nous prenons 5 comme époque de début de la tâche E. Alors, passons maintenant à la notion du chemin critique. C'est quoi le chemin critique? C'est tout simplement le chemin le plus long. Si une tâche du chemin critique est retardée, tout le projet sera retardé. Ici, regardez l'exemple qu'on a. Toujours le même exemple qu'on a tout à l'heure. Vous avez un chemin de 8 semaines. Regardez ici, 0, 1, 3, 5, 8. On a calculé A1, plus 2, ça donne 3, plus 2, ça donne 5, plus 3, ça donne 8. Mais si on passe par C, A plus 2, ça donne 3, on a barré. Parce que pourquoi on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas réaliser E sans terminer le B et le D. Donc on barre 3, c'est 5. 3, il doit attendre 2 semaines, c'est pourquoi on a dit tout à l'heure qu'il bénéficie d'une marge de 2 semaines. Si on passe par 3, 3 plus 3, c'est 6. Donc 6, on a barré. Donc on passe par le chemin le plus long. Le chemin le plus long, c'est A, B, D et E qui représentent 8 semaines. Je mets à votre disposition un exemple très simple. Je l'ai fait exprès pour faciliter l'explication, surtout pour les débutants. Vous avez un tableau des antériorités. La première colonne des tâches. Ces tâches-là, on vous les donne dans le sujet. La durée, ce sont des données aussi. Les antériorités, parfois on vous les donne. Parfois, c'est à vous de les chercher, mais dans le sujet, vous trouverez bien sûr des guides qui peuvent vous aider à les déterminer. Mais en général, si on vous donne ce tableau-là, donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez la tâche 1, la durée, sa durée. On suppose que toujours on est en semaine, donc sa durée une semaine. Il y a un tiré. Donc, si je vois un tiré, c'est-à-dire que la tâche n'a pas d'antériorité. Et si elle est tirée, c'est-à-dire que la tâche va se placer dans le premier rang. Je ne vais pas me casser la tête. Toute tâche qui n'a pas d'antériorité, je la place dans le premier rang, quitte à avoir plus d'une. Deuxième tâche B, la durée 2. Et là, pour antériorité A, c'est-à-dire que B va suivre A, c'est-à-dire que B ne peut pas être réalisé sans passer par A. C'est-à-dire il faut terminer A avant de passer à B. Lorsque je vois les antériorités, ce sont des contraintes. C'est-à-dire que cette tâche ne peut pas être réalisée sans passer par l'autre. C, sa tâche d'antériorité B, c'est-à-dire C vient après B. D, sa tâche antérieure, c'est C. E, sa tâche antérieure D, F, tâche antérieure E, G, tâche antérieure B. Alors faites attention ici. Vous avez B, c'est une tâche antérieure de C et G, c'est-à-dire que C et G, ce sont deux tâches qui vont être simultanées, c'est-à-dire ils vont se réaliser en parallèle en même temps, après avoir terminé B, parce que la première tâche, une semaine, 2, c'est 3 semaines, donc la tâche C et la tâche G vont être réalisées à partir de la 3e semaine. Sauf que chacune est là son propre délai. Mais par la suite, vous avez H, G, sa tâche est G. Regardez ici, je remonte en haut. C, qui a pour tâche antérieure B, et D vient après C. On n'a pas dit que le D vient après CG, il vient après C. Et le G
et le G vient après B. Ensuite, H vient après G, parce que G, c'est une tâche antérieure de H. I, H, sa tâche antérieure, c'est H. J, sa tâche antérieure, c'est F, c'est-à-dire je dois réaliser F avant de passer à J. Et enfin, K, où on doit d'abord terminer IJ, si on a deux tâches à réaliser avant de passer à la dernière tâche. Alors, on va voir dans l'exemple. Alors, j'ai réalisé avec vous ce graphe. Je vais vous l'expliquer. Je l'ai réalisé en fait bien à l'avance pour gagner le temps. Donc, pour présenter le graphe, comme j'ai dit tout à l'heure, je présente le premier nœud, c'est 1. Alors, ensuite une flèche et le deuxième nœud. Entre ces deux nœuds, qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter la tâche qui n'a pas d'antériorité. Ici, dans cet exemple, c'est la tâche A. Je vais mettre la tâche A, la lettre A plus la semaine, c'est A1. J'ai commencé par la durée 0 plus une semaine, ça donne une semaine à la fin de la tâche A. Alors, la tâche A se termine le début de la tâche B. Donc, B, j'ai réalisé la tâche B, plus 2, 1 plus 2, ça donne 3 semaines. Donc, B vient après le A. Ensuite, j'ai réalisé C. Comme tout à l'heure, on a dit que B, c'est une tâche antérieure de C et G, donc je vais les réaliser en même temps. Ils commencent toutes les deux à partir de la troisième semaine. Donc, ici, C et G. Après, dans le tableau, vous avez D vient après C. On n'a pas dit le D vient après CG, parce que si on a dit que D est là pour tâche antérieure CG, ici, on aurait tracé une tâche fictive. C'est quoi une tâche fictive? C'est une flèche pointillée dont la durée est nulle, tout simplement pour terminer le circuit. Après D, E, après E, F, je poursuis tout simplement le tableau. C'est très clair ici, il n'y a pas de difficulté. Après F, c'est J. Ensuite, H vient après G. Alors, J, H. Donc, la 9e étape, je commence H après G et I après H. Et à la fin, on a dit que K est là pour tâche antérieure J et I. Donc, vous voyez, j'ai relié la J avec la I. Ils convergent vers le K. Donc, ici, j'étais à 14 semaines. Je refais le calcul avec vous. A1. On est à une semaine, plus 2, 3 semaines, plus 1, 4 semaines, plus 2, D2, je parle D2. Regardez toujours les tâches en haut. D2, 4 plus 2, c'est 6. Ensuite, 6 plus E5, 5 c'est 11. Plus 11 plus 1 de la lettre F, de la tâche F, c'est 12. Plus 2 semaines de la tâche J, c'est 14. Plus 1 semaine de la tâche K, c'est 15. Si je vais voir avec vous le chemin le plus court, vous avez ici, on était à 3 semaines après B. Donc, G, regardez, G, il y a 2 semaines. Donc, 3 plus 2, c'est 5. Après H, il y a une semaine, c'est 6. I, il y a 4 semaines, c'est 10. C'est-à-dire que I, on termine ici à 10 semaines. Alors que J, il est à 14 semaines. Donc, même si on termine avant le temps, on doit attendre la tâche J, la fin de la tâche J, pour passer à K. Parce que là, on a une marge libre de 4 semaines. Alors, à la fin, une fois que je termine la représentation, je dois renforcer le chemin critique. Ici, le chemin critique, c'est A, B, C, D, E, F, J, K, qui est égal à 15 semaines. Je le renforce avec une couleur différente. Je vais l'écrire, chemin critique égal 15 semaines. La marge libre, j'ai ici la tâche I qui a une marge libre de 4 semaines. Voilà, c'est très simple. Il suffit de voir le tableau, c'est très très facile. Le conseil que je vous donne, c'est qu'il faut faire attention à la présentation. La majorité des étudiants essaient de le faire rapidement. C'est pas joli, mais il faut, surtout si vous avez un chemin qui est lent, il ne faut pas découper. Donc prenez votre feuille, toute la feuille à l'italienne, et essayez de présenter avec des couleurs différentes, avec des manières esthétiques. Et Inch'Allah, ça ira et vous allez réussir votre graphe. Alors, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je reste toujours à votre disposition pour toutes vos questions. Et dans la prochaine vidéo, je traiterai avec vous le diagramme de Gantt.
Au revoir et merci pour votre attention.